quelqu'un ne peut pas aller acheter des gens qui viennent d'un parti où ils ont acquis leur mandat, puis venir dire maintenant que comme il a acheté, ou alors comme ces gens sont quittés du premier parti, en l'occurrence le Social Democratic Front, pour aller au MRC, ça veut dire désormais que le MRC est représenté. Ça n'a pas de sens. Le mandat est intangible. Ça veut dire que le mandat qui a été acquis par un député, qui a été élu en tant que député du Social Democratic Front, ne peut pas bénéficier à une autre formation politique. Nous sommes Camerounais, oui. Nous aimons notre pays, mais il faut être honnête. Le Sénégal, l'Afrique du Sud et même la Tanzanie sont au-dessus du Cameroun. Il y a un certain nombre de signaux qui le montrent. L'Afrique du Sud, oui. L'Afrique du Sud, en Afrique du Sud, vous avez un pays où le système institutionnel en termes d'état de droit fonctionne, oui. Où globalement la constitution est respectée, où les procédures politiques électorales sont régulières et intègres, mais qui évidemment n'est pas parfait parce que l'Afrique du Sud est dans une évolution socio-historique dans laquelle il y a un parti hégémonique, oui, oui. Qui est l'ANC, l'African National Congress, oui. Qui en réalité au départ est un mouvement de libération nationale et qui domine de manière outrancière, oui. Le jeu électoral. Mais les procédures ne sont pas faussées. Prenons le cas du Sénégal. Le Sénégal est d'abord, pour les pays d'Afrique francophone, le pays où il y a eu la plus vieille expérience d'apprentissage du pluralisme dès les années 1970 avec le président Senghor qui a accepté le principe du multipartisme, oui. De manière un peu, d'ailleurs, un peu caricaturale, puisqu'il imposait en quelque sorte au parti une ligne, vous serez un parti de droite, oui. Vous serez un parti de gauche ou d'extrême gauche. Mais toujours est-il qu'à partir d'un certain moment, cette expérience pluraliste a commencé à créer des mécanismes démocratiques qui ont finalement déstabilisé la position de monopole qui était occupé par le Parti socialiste. Et au final, en 2000, nous avons vu une alternance démocratique qui a permis, grâce au mouvement du SOPI, Abdoulaye Wade, oui. Le leader du PDS de oui. Devenir président du Sénégal. Après 2 mandats, on a vu également qu'Abdoulaye Wade, malgré un certain nombre de manœuvres, oui. A pu partir du pouvoir, battu par un de ses anciens lieutenants, Macky Sall, qui aujourd'hui est le président du Sénégal. Donc là, il n'y a même pas de discussion par rapport au Cameroun. Mais même la Tanzanie, au moins sur une certaine orientation de gouvernance, est au-dessus du Cameroun. Voilà un pays qui, depuis les années 1980, a connu plusieurs chefs d'État. D'abord, comme au Cameroun, et même avant, comme au Cameroun, le président Julius Nyerere, oui. A démissionné volontairement de ses fonctions. Il y a eu un successeur constitutionnel, un dauphin, la personne d'Assane Mwinyi, oui. Qui à un moment donné lui-même a quitté le pouvoir de manière pacifique, a été remplacé par Bernard Nkapa. Ensuite, maintenant, on a Jakaya Kikwete. Vous voyez donc que voilà un pays qui, en près de 20 ans, 30 ans, a connu 3 ou 4 présidents, alors que nous n'en avons connu qu'un seul. Ou à la limite, on a vu la fin d'un, le président Ahidjo, qui a démissionné en 1982, et le président Paul Biya, qui est là depuis novembre 1982. Voilà. Oui, mais bon, parlons d'abord de l'Afrique en général avant oui. De revenir au Cameroun. Oui. Ça montre d'abord que les leaders africains ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux parce que l'unité africaine ne peut pas être célébrée 50 ans après la création de l'organisation de l'unité africaine à Addis Abeba et il y a si peu de chefs d'État. Ça veut dire que tous les chefs d'État ou les chefs de gouvernement, selon les modèles institutionnels, ne croient pas nécessairement en la pertinence de la voie de l'unité africaine. Ça, c'est d'un. Maintenant, il est tout à fait regrettable que le président Paul Biya n'y soit pas. On ne peut pas être un grand leader en Afrique si on s'exclut des grandes assises où les Africains se rencontrent. Quelle que soit la manière dont on les apprécie, ça veut dire qu'on peut estimer que ce sont de grandes foires, que ce sont des kermesses, qu'en réalité, elles ne permettent pas d'aller au fond des problèmes, mais il est important. Aucun chef d'État africain ne peut se faire écouter s'il ne se fréquente pas ces lieux.
que des médias français qui sont toujours établis, le Nouvel Observateur, l'Express, le Point. J'ai toujours été intéressé par les livres, même avant de savoir lire, si je m'en tiens aux témoignages qui me sont faits de ma petite enfance. Et par la suite, cet intérêt s'est accru évidemment avec l'apprentissage de la lecture, dont mes prédispositions me prêtent bien à l'activité intellectuelle comme activité de réflexion et de recherche. Cependant, le fils aîné de Joseph Auna a du mal à s'affranchir d'une destinée que ses détracteurs lui prêtent dans les hautes sphères de l'administration publique et du RDPC. Mais cela n'entame pas pour autant la crédibilité acquise auprès de l'opinion publique. C'est même humiliant et insultant pour quelqu'un qui fait preuve de tellement d'humilité qu'à un moment on met en avant ses parents, où on dirait ouais son père serait une grosse huile du régime. Ah justement c'est ça qui est plus fascinant dans sa démarche, avoir toutes ces opportunités dans un monde aussi corrompu et pouvoir rester un modèle d'intégrité. Tu vois ce que je veux dire? Moi, personnellement, c'est des petites choses comme ça qui m'ont permis justement de lui faire confiance. C'est très facile pour quelqu'un qui a faim, qui a grandi dans la pauvreté, de sortir et crier oui, faut que ça change et machin truc. Et c'est quelqu'un qui a réussi à convaincre l'opinion publique, même le plus abruti, de son intelligence. Si tu descends dans la rue, qui que tu croises va te dire que, bah voilà, si jamais il y a quelqu'un que l'opinion publique écoute et a confiance au jugement, bah c'est pour le grand prof. Si vous voulez, bon je retire. Très critique. Nous sommes d'accord? Oui, je suis critique. C'est le régime qui voit que je suis critique seulement à son propos. Oui. Alors je peux être critique aussi de l'opposition, je peux être critique de la société civile. Peut-être dans une certaine mesure et par décence. Oui. La seule cible que je ne peux pas ouvertement critiquer de manière visible, c'est moi-même. Encore que, en réalité, je peux me mettre aussi critique vis-à-vis de moi-même, mais ça me poserait évidemment un sérieux problème de cohérence psychologique. Voilà. Donc, je suis critique parce que j'ai été formé comme cela. Il faut nécessairement faire comme ça. Vous parlez souvent du RDPC? Moi, pourquoi voudriez que je parle du RDPC avec un RDPCiste pour lui dire quoi? On peut parler du RDPC mais seulement pour dire ce que j'en vois. Oui. Pour moi, le RDPC, c'est simplement l'UNC. L'UNC repositionné dans un... Et lui, il pense quoi, le professeur Auna, quand vous lui dites ça? Ben, il faut lui demander. Si vous voulez savoir ce qu'il pense, invitez-le, il va vous dire ce qu'il pense. Moi, je vous dis ce que je pense. On va l'inviter. Invitez-le, s'il accepte de venir, il vous dira ce qu'il pense du RDPC. Pour moi, c'est une expérience globalement, finalement malheureuse. Oui. Parce qu'en réalité, le RDPC était censé instituer un autre esprit, oui, un autre esprit politique au Cameroun. Et finalement, on constate que même s'il a pu, dans certaines conditions, promouvoir des chemins d'ouverture, oui, il n'est pas allé jusqu'au bout de la logique. Il a conservé l'esprit de monopole, l'esprit du parti unique, l'esprit de l'unanimisme et l'esprit surtout du culte de la personnalité, où il y a véritablement la célébration permanente, oui, du chef. Voilà. Et moi, je suis contre ces choses parce que je pense que c'est l'un des grands problèmes de l'Afrique. Je ne parle pas que du Cameroun. Oui. C'est l'un des grands problèmes de l'Afrique. Il n'est pas mauvais de respecter les chefs. Il n'est même pas mauvais de les célébrer, mais pas au point que les chefs soient au-dessus des institutions qui conduisent la société. Chaque fois qu'on se retrouve dans de tels modèles, il faut vraiment un miracle pour avoir toujours des chefs qui puissent conserver la lucidité. Ce n'est même pas possible parce que le pouvoir, c'est quelque chose qui est très dangereux. C'est quelque chose qui, à la fois, peut vous permettre d'agir, d'organiser, de modeler les choses, mais c'est quelque chose également qui peut vous modeler, vous façonner dans le sens négatif, oui, c'est-à-dire vous saisir, et vous saisir dans un sens où vous allez devenir fou et corrompu. Donc c'est quelque chose qui est très dangereux, et voilà pourquoi dans l'histoire du monde, un certain nombre de sociétés
ayant expérimenté la dangerosité des pouvoirs, ont construit de plus en plus des mécanismes pour essayer de domestiquer la part dangereuse du pouvoir et profiter de ce qui, dans cette structuration, peut aider la collectivité à avancer. Voilà pourquoi je suis contre toute logique qui relève de ce que j'appelle le gouvernement perpétuel. Et en des thèmes d'ailleurs plus compliqués, le centralisme principataire, c'est-à-dire un système où vous avez un chef qui à lui seul est un État. Hein, c'est un peu ce qu'un politologue ivoirien, bénino-ivoirien, mort, Tessi Bakari, appelait à propos de la Côte d'Ivoire l'État-président. Ce qui a l'origine... Autant d'Houphouët-Boigny, mais c'est un système qui continue à structurer l'histoire de la Côte d'Ivoire, même après la crise post-électorale de 2011, et qui va continuer à créer des problèmes à la Côte d'Ivoire. Or, ce type de structuration existe aussi dans d'autres pays africains, notamment au Cameroun. Et à mon avis, ça peut produire des effets extrêmement négatifs pour le Cameroun. Voilà pourquoi je ne suis pas trop en faveur de cette logique. Docteur Wonanguini, je vais revenir un peu aux jeunes, hein, Mathias Eriko Wonanguini. Oui. Comme j'ai dit, votre père, le professeur Wona, il a été ministre de l'Éducation nationale, la santé publique, jeunesse et sport, contrôle supérieur. C'est pas moi qui l'ai nommé. Hein. Oui, on sait. Je suis en train de dérouler ministre de l'enseignement supérieur, secrétaire général adjoint à la présidente, secrétaire général à la présidente. Oui. Docteur Wonanguini, lorsque on commençait à lire on déroule le gouvernement là. Oui. Comment vous sentiez-vous? C'est-à-dire? Quand on lit les noms, c'est-à-dire il y a un nouveau gouvernement. Oui, ben ça vous attendez comme vous attendez un résultat? Le papa va bouger? Bon, peut-être, mais c'est tout à fait normal puisque je suis son fils. Mais bon, après un certain moment, voyant comment ça se passe, je me demande même si cette affaire-là est vraiment utile. Quoi ça? Oui, ben, c'est-à-dire, moi je ne pense pas à l'utilité d'un système où les gens sont présidents pendant 30 ans ou 40 ans, hein, comme notre président actuel, où les gens sont ministres pendant 20 ans. Donc vous ne voulez pas que votre père occupe tant de postes? Laissez-moi continuer. Moi je pose des problèmes de principe, je ne pose pas des problèmes d'individu. Comme mon propre père en l'occurrence, mais que ce soit lui ou un autre, ça ne change rien. Je crois que de tels systèmes ne sont ni utiles, ni sérieux. On peut, sur des périodes plus courtes, permettre à ceux qui ont des fonctions de direction politique à exercer d'être plus efficaces, précisément parce qu'ils savent qu'ils ont un temps limité. Et on peut organiser nos systèmes institutionnels de telle manière que dans ce temps plus court, on leur donne plus de moyens d'avoir un impact positif et sérieux sur le cours de notre société. Voilà pourquoi moi, ce genre de système ne m'intéresse pas. Parce que même si vous avez des personnes talentueuses, brillantes, ayant même une certaine orientation morale, pour le dire simplement, bon cœur, dans un tel mécanisme, il y a toutes les chances que ces personnes soient perverties par les systèmes d'intérêt qui se cristallisent évidemment chaque fois qu'il y a un pouvoir, un ordre de pouvoir. Et à un certain moment, elles n'auraient plus ni le talent, ni les qualités qu'elles avaient au départ. Parce que ces intérêts sordides vont les détourner de ces voies-là. Donc moi, je ne crois pas trop à ce genre de choses. Et j'estime d'ailleurs que pour qu'on ait une société véritablement plus stable, au-delà de la stabilité apparente et la stabilité médiocre qui est la nôtre, nous sommes bien stables, mais nous ne sommes pas stables de manière à prendre en charge de façon satisfaisante les aspirations et les ambitions de la plupart de nos citoyens, qu'on ait des sociétés qui fonctionnent sur une autre base que celle-là. Voilà, vous dites, professeur, le docteur Wonanguini, qu'un intellectuel doit exercer une fonction critique vis-à-vis de la société dans laquelle il vit. Hein, une fonction critique qu'il expose bien évidemment à d'éventuels démêlés. Et que pensez-vous donc de ces intellectuels qui ont décidé de marcher avec le pouvoir? D'abord parce qu'en gros, s'il peut y avoir des intellectuels de pouvoir, tous ceux qui sont au pouvoir et qui font fonction d'intellectuels de pouvoir n'en sont pas.
n'en sont pas. Même l'intellectuel de pouvoir a une ligne critique. Il met simplement son esprit critique au service d'une orientation politique. Mais quand il estime que cette orientation politique n'est pas suivie de manière sérieuse et crédible par le groupe politique auquel il appartient, il le signale, et il le signale publiquement, en prenant position, en s'exprimant oralement par des déclarations publiques, en faisant des éditoriaux ou des chroniques, en écrivant même des essais pour critiquer le fonctionnement réel qui correspond à la gestion du groupe politique auquel il appartient. C'est ça un intellectuel même de pouvoir. Il critique et puis ensuite il dit à ses amis politiques: j'ai fait les critiques, voici donc les solutions qui peuvent permettre de corriger ce qui m'apparaît comme ne fonctionnant pas dans le cadre de notre gestion politique. Ceux qui tiennent lieu d'intellectuels de pouvoir, en fait, ne sont pas des intellectuels. Vous les appelez ce courtisans sont des lettrés. clercs. Oui. Je ne dirais pas les courtisans parce que c'est désobligeant. Ce sont des clercs. Le clerc, c'est quoi? Le clerc, dans les ordres politiques et sociaux du Moyen-Âge en Occident, c'est quelqu'un qui met son intelligence, son savoir, ou ce qu'on va appeler beaucoup plus tard, hein, disons 19e, 20e siècle, son expertise, au service d'un pouvoir. Ça veut dire qu'il est là pour légitimer le pouvoir, rendre ce pouvoir acceptable. Il peut avoir des compétences intellectuelles, il peut avoir des aptitudes intellectuelles, mais sa manière d'agir fait qu'il n'est pas un intellectuel. Il ne faut donc pas confondre le clerc, celui qui fait partie de la cléricature, parce que clerc, ça renvoie à la fois à cléricature et à clergé. Il ne faut pas confondre le clerc avec l'intellectuel. L'intellectuel peut avoir toutes les sensibilités. Il peut être conservateur, réactionnaire même, il peut être réformiste, il peut être libéral, il peut être radical, il peut être révolutionnaire. Mais il a toujours la fonction critique quand il examine la réalité. Voilà, docteur Wona, vous pensez que c'est faisable chez nous, dans d'autres sociétés? Bon, si vous estimez que ce n'est pas faisable chez nous, ça veut dire que chez nous, les conditions de la liberté, les conditions culturelles de la liberté, les conditions morales de la liberté n'existent pas. La liberté ne peut pas exister là où il n'existe pas l'acceptation de l'esprit critique, c'est-à-dire de la capacité à aller à contre-courant de ce que sont les idées dominantes. Maintenant, on peut tout à fait réguler cet esprit critique, mais on ne peut pas complètement le supprimer. Quand on le supprime, on est donc dans une société qui est complètement dogmatique, et le dogmatisme, en fait, c'est l'esprit des sociétés répressives, pour ne pas dire dictatoriales. Voilà. Le Cameroun n'est pas une dictature. Le Cameroun est une dictature, mais c'est une dictature libérale. Parce qu'il y a des dictatures de différents types. Il y a des dictatures libérales, c'est-à-dire des ordres sociaux qui sont en évolution. Il y a déjà un certain nombre d'éléments de la liberté au Cameroun. On peut être critique du système camerounais, on peut même être critique du régime camerounais et voir qu'il y a des éléments de cette liberté. Mais pour construire un système démocratique, la liberté ne suffit pas. Il faut encore qu'on apporte un système de garantie de cette liberté pour que cette liberté puisse fonctionner au profit de tous les acteurs de la société. Il faut encore que dans ce système de liberté, ceux qui jouent le rôle de régulateur, d'arbitre, se soumettent lui-même aux règles. Ça veut dire que l'arbitre central qui conduit le match, il va arbitrer en fonction d'un code de jeu qui est arrêté et connu d'avance. Ça veut dire donc qu'il faut qu'il y ait ce qu'on appelle l'état de droit. Et cet état de droit-là est alimenté donc par des valeurs de liberté. Ensuite, il est important également qu'à la liberté, à cette auto-limitation par le droit, on ajoute de la solidarité. Une solidarité qui est double, une solidarité qui vient des individus, des personnes et des groupes sociaux, mais une solidarité qui est également institutionnalisée, de telle manière que dans un certain nombre de situations, ce soit les institutions publiques qui prennent en charge un certain nombre de questions pour en fait protéger les plus faibles. Voilà. Donc, qui vous voyez à ce poste? Bon, au Père Choix là-bas. Moi, je ne vois personne. Vous voyez personne? Parce que si je vois,
on va mettre Z. Si je vois Z, on va mettre A. Non, par rapport aux équilibres, je pense que il devrait sortir de quelle région? Les analystes et les commentateurs et même les spécialistes de sciences politiques, tout cela pouvant souvent se mêler, mais étant distincts par ailleurs, ont cité un certain nombre de noms. Mais vous savez aussi que la gouvernance BIA a une certaine orientation. Quand les choix pressentis du chef central, du prince qu'il est, sont ainsi publiés, il y a le risque qu'il change les scénarios, parce que justement, une grande partie de son art politique, une chose qu'il aime à démontrer, c'est qu'il est insondable, imprévisible. Donc, si vous commencez à sortir des noms, même s'il y avait le nom de la bonne personne là-dedans, il y a des chances que ça sorte. Et ça peut même être par esprit cynique et pervers que certains font sortir certains noms, précisément, sachant que ça peut enlever à ces personnalités-là la chance d'être au final président du Sénat. Bon, bien évidemment, la présidence du Sénat attire le regard parce que constitutionnellement, le président du Sénat est celui qui, en cas de vacance du pouvoir, assurerait pendant un certain temps la présidence de la République, l'assurerait dans des conditions d'intérim jusqu'à l'organisation de nouvelles élections. Connaissant le goût des Camerounais pour le pouvoir et pour le pouvoirisme, une telle position ne peut que susciter de l'intérêt. Mais il reste encore à savoir si la transition va s'effectuer dans un cadre normal. Moi, je crois que la transition ne sera pas faite dans un cadre normal. Vous êtes pessimiste? Ce n'est pas du pessimisme. Je pourrais analyser de long en large sur cet élément. Je crois qu'il sera très difficile que la transition, si on entend par là le processus politique et institutionnel qui va conduire à un changement à la tête de l'État, se fasse de manière régulière et pacifique. Je l'ai toujours dit et je continue à le dire parce que c'est ce qui me semble résulter d'un certain nombre d'éléments d'analyse et d'observation que j'ai à ma disposition. Voilà, je vais terminer par là. Beaucoup de cadres du RDPC trouvent que Charles Ateba Yéné est un peu trop, comme ils disent, il fait un peu trop de bruit. Oui, mais que pensez-vous de ces sorties médiatiques? Ce n'est pas étonnant puisque la posture dominante qui est cultivée dans cette formation politique, c'est une posture de conformisme, c'est-à-dire une posture où les gens sont des larbins qui sont aux ordres. Donc une personnalité comme celle de Charles Ateba Yéné, qui n'est pas toujours contrôlable, ne peut pas véritablement faire plaisir quand on est dans cette manière de voir. Ateba Yéné est fondamentalement un activiste qui, dans sa logique, essaye toujours de s'exprimer. Et cette démarche n'est pas toujours compatible avec sa situation de militant d'un ancien parti unique qui a l'esprit du parti unique parce qu'il n'a pas perdu le pouvoir entre-temps. Il ne faut jamais oublier que le RDPC, c'est l'UNC devenu. L'UNC devient le RDPC, donc c'est l'ancien parti unique. Et qui plus est, n'est pas parti du pouvoir, dont les réflexes qui sont venus de la période du parti unique sont encore là pour une bonne part. On n'aime pas dans ce registre les gens qui s'expriment sans qu'ils aient au préalable pris un certain nombre de consignes de leurs différentes hiérarchies politiques au niveau local, régional ou au niveau national. C'est l'un des problèmes que mon frère Ateba Yéné a. Dernière question. Existe-t-il encore une opposition au Cameroun? Bien sûr qu'il y a une opposition. Il serait trop simpliste de dire qu'il n'y a pas d'opposition. Le vrai problème me semble plutôt dans la capacité de cette opposition qui s'incarne dans différentes formations à construire une alternative crédible dans un système qui est un système particulièrement pervers d'organisation politique. Je dis pervers parce que ce système n'est pas nécessairement fondé sur des règles loyales. Par exemple, pour ce qui concerne les élections, ce système n'est pas nécessairement orienté par l'idée
que ce qui doit sortir des compétitions électorales, c'est ce que les électeurs ont voulu choisir comme direction pour le pays ou comme direction pour tel ou tel autre niveau de l'État mis en compétition, par exemple au niveau des municipalités ou peut-être demain, si jamais on y arrive, des conseils régionaux. C'est pour ça que je dis que ce système est pervers. Parce que aussi, dans nos pays, c'est une grande maladie africaine, mais pas seulement africaine, mais même ailleurs, sous d'autres formes, cette maladie existe. Les gens prétendent faire de la politique de manière idéologique, sans idéologie. Parce que d'ailleurs, le terme idéologie, c'est un effet, un héritage de Karl Marx, a une connotation négative. Or, l'idéologie, c'est d'abord la structuration des idées. On ne peut pas conduire un combat politique sans qu'on ait des idées et des valeurs sur lesquelles on s'est au préalable entendu, parce que sinon après, il y aura beaucoup d'incohérences dans ce qu'on va faire. Or, chez nous, les leaders, pas seulement ceux du parti au pouvoir, mais même ceux de l'opposition, sont beaucoup plus intéressés par les privilèges de pouvoir. Qu'est-ce que le pouvoir nous apporte comme avantage, plutôt que de travailler sur les visions? Et ce travail sur les visions ne peut même pas simplement résulter de l'intelligence déconnectée, soit du chef du parti et de ses penseurs et stratèges, mais doit être en interaction permanente avec la communauté sociale et ses différentes composantes. Ça veut dire qu'un bon programme politique, c'est un programme qui combine l'intelligence des animateurs d'une organisation politique avec les attentes sociales telles qu'elles sont exprimées par différents groupes et qui arrive à faire une synthèse qui est une synthèse pertinente. Et ça, ce n'est pas facile. L'une des grandes difficultés, c'est l'extrême dispersion de notre opposition parce qu'elle souffre des maladies de l'état clientéliste de parti unique. Qu'est-ce que je veux dire? Notre opposition a d'abord le complexe du président, ou alors ce que j'appellerais le syndrome de Popol. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que comme chaque chef veut être président de la République, dans notre tradition institutionnelle et politique, où le président de la République c'est un César, c'est un empereur, personne ne veut donc laisser que quelqu'un d'autre passe avant lui. Parce que si c'est celui-là qui est le César, il va l'opprimer. Il va l'opprimer. Tout le monde veut donc être César en même temps. Okay. Or, ce n'est pas possible que tout le monde soit César en même temps. Et tout le monde veut être César en ignorant les rapports de force politique réels qui existent d'abord au sein de l'opposition, puis dans le pays. Ça, c'est d'un. De deux, il y a également un communautarisme, un ethno-communautarisme maladif. Ce qu'on appelle de manière simple le tribalisme. Ça veut dire que beaucoup de Camerounais ont encore une représentation extrêmement primaire de l'organisation du jeu politique. Et ils pensent qu'ils sont très réalistes. Oui. Dire, ah, si ce n'est pas mon frère du village, ça ne vaut pas la peine. Or, tant que nous sommes dans une telle structuration, il est évident que chaque changement à la tête de l'État nous fera toujours passer au bord de la guerre civile. D'abord parce que cet État est essentiellement structuré autour d'une présidence qui est de type impérial, où le président c'est un dieu sur terre, et ça va faire donc que différents groupes de pression, que ce soit des groupes d'intérêt économique, mais aussi des groupes culturels, ethno-culturels, voudraient contrôler cette position. Ce sont ces éléments-là qui rendent extrêmement difficile la tâche de l'opposition. Okay. Or, pour finir, et pour aller simplement, l'opposition n'aura aucune chance si elle n'est pas capable elle-même d'inventer de manière mûre des mécanismes crédibles de sélection d'un leadership, d'organisation d'une plateforme qui permettrait de sélectionner les candidats. Ça, ce sera très difficile en raison de ce que je vous dis. Mais si cela n'est pas possible, il n'y aura donc pas de transition politique à la tête de l'État par la voie de la démocratie, parce que ces conditions-là rendent déjà ça difficile, et puis on a un système qui a tout verrouillé, qui ne veut certainement pas parler d'alternance. Ok. Merci, docteur Onanguini, d'être passé nous voir. Merci à vous aussi. Oui. Voilà. Madame, monsieur, c'est ici que s'achève cet autre numéro de Dimanche avec vous. C'est un réel plaisir d'avoir le docteur Mathias Eric Onanguini sur ce plateau. Quant à vous à la maison, je vous dis à dimanche prochain, 13h30. Vous pouvez donc reprendre une activité normale.